Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. Ici, on goûte l'engagement, on savoure la créativité, on respire la convivialité. On entreprend des projets vitaminés, on cultive la passion culinaire, tous ensemble. Mon podcast permet aux belles histoires de s'entrelacer, permet aux belles personnes de se rencontrer. Chaque épisode est toujours un voyage d'émotion. Aujourd'hui, au Studio Module, mes invités du jour sont Jacques-Olivier Detrin, cofondateur de la maison Audin, une maison qui parle du goût juste, du geste discret, de la sensibilité dans la fabrication du thé. Bonjour Jacques-Olivier. Bonjour. Sylvie Malice, artiste épicurienne aux 1000 facettes, qui mène de front la sculpture et la scène avec un fond de gourmandise très décomplexé. Bonjour Sylvie. Bonjour Virginie. Ou bonjour Isabelle Adjani. Bonjour Isabelle Adjani. Sébastien Langlois, fondateur de la Société française de cacao, la maison mère de Rao, un chocolat qui se veut à la jonction entre l'exigence gustative, l'exigence nutritionnelle et l'exigence éthique. Bonjour Sébastien. Bonjour. Stéphane Drieux, cofondateur de Misian, la première plateforme de divertissement corporate qui crée des expériences à vivre dédiées aux entreprises, notamment autour de la gastronomie et de l'art culinaire. Bonjour Stéphane. Bonjour Virginie. Alors Sylvie, je commence avec toi. Alors, faut se concentrer. Tu as tes petites fiches, je vois. Oui. D'où est venue cette volonté de concevoir une création à mi-chemin entre théâtre et gastronomie ? Moi, la gastronomie, ça me parle depuis des années. Déjà, en comédienne et en sculpteur et en artiste, j'ai commencé ce métier très jeune, à La Réunion, à 13-14 ans, puisque j'ai grandi sur l'île de La Réunion. Et en fait, déjà, j'étais très proche de la nature et du ressenti, de l'émotion. Et l'émotion, comme je disais tout à l'heure, c'est dans mon ADN. Il se trouve que j'écris des spectacles depuis longtemps. Donc, je suis montée à Paris pour faire une école de théâtre. Et puis, j'ai fait de la télé. Je fais de la télé, du théâtre. Et un jour, j'ai eu envie de monter des spectacles, des duos shows aussi, notamment. Duos shows parce que j'avais pas envie d'être seule en scène. Alors, show S-H-O-W. Comme tu l'entends, Virginie. J'ai touché fond de la piscine. Ou alors, si tu veux, ou frisson, tes frissons. Mais en fait, il se trouve que à l'époque, donc je montais des spectacles, des duos shows. J'avais pas envie d'être seule en scène tout de suite. Donc j'avais un partenaire de scène. Et un jour, je suis intronisée à Saint-Germain-des-Prés, puisqu'il y avait des vignes derrière l'église de Saint-Germain-des-Prés. Et c'était Saint-Juliana-des-Prés qui intronisait des personnalités, des auteurs, des cuisiniers, des comédiens et acteurs. Et en fait, il se trouve que donc j'étais intronisée, j'étais marraine d'un CEP pendant une année. Alors, je ne sais pas si les CEP sont encore là, parce qu'il y a eu des travaux. J'ai remarqué il y a quelques années, il y a eu des travaux. Alors, est-ce qu'ils ont bougé? Je ne sais pas. Et donc, j'étais marraine d'un CEP. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Je cherchais un nouveau thème d'écriture. Et pourquoi pas le vin, du coup. Et a commencé l'aventure Le Génie du vin, puisque le spectacle s'est appelé après Le Génie du vin, où j'ai joué 3 bouteilles, 3 personnages, 3 copines, avec 250 références au vin. Et donc, j'ai joué à Paris, dans le sud. Je suis allée jouer jusqu'en Guinée-Conakry, juste avant d'être bloquée par l'épidémie de la Covid-19. Merci voilà, beaucoup. donc c'est comme ça qu'a commencé l'aventure gastronomique. Très bien, merci Sylvie. Jacques-Olivier, c'est à toi. Alors, quelle est la genèse de la maison Audin ? La genèse. Avant tout, c'est une tasse de thé aux fruits de la passion qui a éveillé notre curiosité, Isabelle et moi. Isabelle est ma compagne et également cofondatrice de la maison Audin. Ce goût, c'était d'une justesse inattendue, nous a poussé à chercher
pourquoi il était si différent. Donc en fait, on est parti sur vraiment une recherche. On a fait une enquête pour trouver et ça nous a poussé à chercher pourquoi il était si différent. Quoi qu'il en soit, nous avons découvert un savoir-faire rare, exercé dans un atelier français où les feuilles sont travaillées avec soin, sans artifice. Et c'est là en fait qu'est née la maison Audin. Alors Audin, il faut préciser qu'il y a un sens aussi de O-D-I-N. Du coup, un double sens que tu m'as expliqué dans la voiture ce matin. Donc le premier sens, oui. Le premier sens de Audin, dans les bouchons. Dans les bouchons. Le bouchon de Lyon. Le bouchon parisien. Ah, pardon. Là, pour le coup, moins glamour. Non, le Audin, la première signification, c'est les initiales de ma compagne et de moi. Donc moi, je m'appelle Jacques Olivier, mais on m'appelle communément Olivier. Donc c'est Olivier Détrain et Isabelle Nicolas. Mais ça a également une autre connotation puisqu'on est sur Odin, le dieu helvète et père de Thor dans les Marvel. Et le dieu Odin est le dieu des dieux, un peu comme Zeus. Donc du coup, c'est le dieu de la beauté, de l'éternité. Et donc du coup, sur la société qui est Odin, puisqu'on a plusieurs activités au sein de cette société, donc principalement celle du thé aujourd'hui, ça avait tout son sens. Donc voilà, c'était un peu cette histoire. Merci beaucoup, on y reviendra. Évidemment. J'en ai bien peur. Sébastien, alors, qu'est-ce qui distingue fondamentalement donc, ton chocolat par torréfaction douce d'un chocolat traditionnel? Quel est ton ADN et ta marque de fabrique? Alors, il y a plusieurs choses. Le cœur de notre métier, c'est de faire que le chocolat soit pas seulement quelque chose qui soit bon gustativement, mais qui soit quelque chose qui soit aussi bon pour notre corps et aussi bon pour notre planète et pour les gens qui travaillent dedans. Ça veut dire que dans l'aspect bon pour la santé, il y a respecter les nutriments qui sont à l'intérieur des fèves de cacao, qui sont extrêmement nombreux, et le process qui permet d'amener ces nutriments jusqu'au consommateur. Dans différentes étapes, on a tendance à éliminer un certain nombre de nutriments, et notamment dans la torréfaction. La torréfaction, qui est une étape qui consiste à brûler les fèves, supprime énormément de nutriments. Par exemple, on parlait tout à l'heure un peu des antioxydants. 85% des polyphénols disparaissent lors de la torréfaction des fèves de cacao. Et donc, quand on mange du chocolat classique, on mange quelque chose qui est très appauvri par rapport à la puissance de vie qui sont dans les fèves de cacao. Donc, notre processus consiste à traiter les fèves de façon à maximiser le pourcentage de nutriments qui restent jusqu'au bout du process. Alors, comment tu fais exactement pour les chouchouter, ces fèves, pour qu'elles puissent rendre le meilleur d'elles-mêmes? Alors, d'abord, ça se joue au départ au niveau de la sélection, évidemment, puisque à partir du moment où on travaille à froid, on est obligé d'avoir des fèves de bonne qualité au départ, parce qu'on ne va pas avoir l'aspect fumé, caramélisé, qui lisse un peu les défauts des fèves. Et puis ensuite, dans le process, on est obligé d'être très rigoureux sur les notions d'hygiène, parce que l'intérêt de la torréfaction forte, c'est en tuant tout ce qui est bon pour la santé, ça tue aussi ce qui est mauvais pour la santé. Ça tue tout ce qui est vivant, donc y compris des bactéries qui ne sont pas forcément intéressantes pour notre santé. Donc on est obligé, nous, d'être assez stricts là-dessus. Par exemple, le séchage se fait forcément sur des tables, alors que massivement, le séchage des fèves, après la fermentation, se fait par terre, sur des routes, etc. Avant de broyer les fèves, normalement, il y a une étape où on les monte à très haute température et nous, on ne va pas faire cette étape de la même manière, c'est-à-dire qu'on ne va pas monter les fèves à haute température sur la torréfaction, mais on va vraiment respecter les nutriments qui sont à l'intérieur. Ça s'inclut dans une démarche globale qui est aussi le fait de ne pas mettre de sucre dans nos chocolats, de mettre de la date à la place, parce que la date a beaucoup d'intérêt pour notre santé, pas juste de sucrer, mais d'apporter aussi des nutriments, des fibres, etc. Le fait que, évidemment, ce soit bio, le fait que ce soit respectueux aussi de l'humain, qui fait partie pour nous d'un ensemble du bon, c'est-à-dire le bon gustatif, mais aussi le bon nutritionnel et le bon pour la planète et pour les humains. On est, à ma connaissance, la seule chocolaterie de France. Alors, on est depuis le départ membre de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que notre objectif, c'est pas d'abord de générer du profit, mais d'améliorer le monde. Mais on est, depuis 4 ans, reconnu d'utilité sociale. Voilà, on est, je pense, la seule chocolaterie de France d'utilité sociale. On est ce qu'on appelle une ESUS. J'étais un peu long. Non, mais on adore, on boit tes paroles. Merci beaucoup, Sébastien. Stéphane, alors toi, avec Misian, en quoi l'émotion est-elle au centre de vos propositions? Alors l'émotion, elle est au centre de ce qu'on propose parce que notre objectif, nous, il est unique, c'est de créer du lien. Et on a choisi l'émotion
pour le faire. Parce que on s'adresse à des boîtes, des entreprises, tu as des équipes que t'as pas forcément choisies, mais il faut les faire fonctionner. Tu vois, c'est un peu comme une famille, même si une boîte c'est pas toujours une famille, mais en tout cas, t'as des gens qui doivent passer beaucoup de temps ensemble et qui se connaissent pas. Et l'idée, c'est vraiment d'apprendre à créer cette dynamique, cette harmonie dans le groupe. Nous, on est convaincus que la meilleure chose à faire, c'est de créer cette émotion, créer ce vécu commun. Qui fait que tu as un ancrage, et au fur et à mesure de tes avancées, tu as créé ce vécu, tu as créé ces souvenirs communs qui créent l'histoire. Tu vois. Parce qu'au final, une équipe, c'est des moments vécus ensemble, de 9h à 17h. On a peut-être trop tendance à voir l'entreprise comme quelque chose de super cérébral, pas du tout dans l'émotion, dans le vécu, alors qu'au final, tu restes la même personne, chaque personne, tu vois, entre 9h et 17h, reste un humain, tu vois. Et l'émotion a toute sa place dans une boîte, et il faut en fait qu'on apporte des moments où tu vas créer ces émotions. Alors, quel type de moments tu apportes ? Alors écoute, c'est très varié. Il y a des moments où on investit le moment informel, tu vois, c'est-à-dire autour d'une table, donc la gastronomie évidemment. Quoi de mieux que créer du lien autour d'une table, autour d'un beau produit. Ça peut être autour du sport, tu vois, où à chaque fois t'as toujours un aspect où tu sais que tu vas passer un bon moment. C'est-à-dire que tu vas pas travailler, tu vas être dans la création de ce souvenir. Donc ça va être autour du goût. Tu vois, autour de la gastronomie, c'est je me souviens que telle chose, tel chocolat, tu vois, avec Sébastien. Il y a quelque chose qui est vraiment particulier, c'est quand tu goûtes un chocolat, quel est le ressenti en fonction de l'endroit où tu te trouves. Est-ce que tu es dans le noir? Comment est-ce que tu goûtes quand tu as de la musique, tu vois, dans les oreilles? Comment est-ce que tu goûtes après avoir partagé? Tiens, je me souviens, c'était quand j'étais petit, ma grand-mère me donnait ça. Ah, mais c'était marrant parce que c'était ma voisine, tu vois. Et tu commences à t'ouvrir et donc à comprendre les gens. Et ce que tu crées, en fait, ça, avec ce souvenir commun, ça dépasse bien vraiment le moment. Ça part et tu construis ta propre histoire à partir de là. C'est magnifique ce que tu dis. Et j'ai appris il y a peu de temps qu'on parlait de neurophysiologie, en fait, de neurochimie, de neurophysiologie, justement, pour évoquer ce que fait ton cerveau avec tes sens, ton cœur, ton âme, que tout se mélange pour justement que ce soit une expérience à tout titre, en fait. Ah ouais, je pense qu'on est au tout début. Au tout début, à partir du moment où tu t'ouvres au ressenti, justement, tu vois, tu t'autorises à partager, à ressentir. Là, c'est là où tu vas vraiment créer cette dynamique, ce groupe, quoi, tu vois, qui a vécu quelque chose et qui est en harmonie. Tu vois, c'est comme des saveurs, c'est comme des arômes dans un plat. C'est comme un mariage, tu vois, un mets-vin. Ça fonctionne parce qu'il y a cette dynamique, il y a cette harmonie, il y a cette magie qui se met en place. Et ça, c'est l'émotion. Je voudrais rebondir sur ce que tu dis, parce que ça me rappelle qu'il y a des études qui sont paru il y a 1 an et il y a 2 ans sur la perception du chocolat quand les gens écoutent de la musique et qui montre qu'en fonction du type de musique qu'on écoute, le même chocolat est perçu différemment. Et je voudrais encore plus rebondir sur ce que tu as dit, que j'ai trouvé très touchant sur le créer du lien et faire ressentir le lien. Mater Neuroscience publie pas mal d'études sur ce qui se passe dans notre cerveau quand on fait un certain nombre d'actions, et notamment quand on mange du chocolat. Et je vais tous vous surprendre, mais il y a quelque chose qui est mieux dans notre cerveau au niveau des neurotransmetteurs que de manger du chocolat, c'est de partager du chocolat avec des gens qu'on aime. Voilà. Ça produit beaucoup plus de sérotonine et de dopamine. Mais tout bêtement, un repas n'a pas la même saveur, un repas, un plat, si tu le partages avec quelqu'un avec qui tu te fâches ou un ou une amie ou un amoureux, où ça se passe bien. En fait, le repas peut-être était très bon et le plat était délicieux, mais finalement, comme le moment était tellement affect et gâché, du coup, le plat était... T'as pas envie de retourner dans ce restaurant-là à cause de ça, finalement. Exactement. Donc, en fait, tout est lié. Le ressenti, l'instant T de ce qu'on est à ce moment-là aussi est très important. Merci, c'est très profond. Je sentais que j'avais besoin de dire quelque chose. Olivier, du coup, je t'appelle Olivier. Oui. Hein, Olivier. Pour l'instant T, c'était plutôt pas mal, donc du coup, attention, mais je comptais rebondir sur la richesse aromatique des thés. Alors, devant nous, on a beaucoup d'échantillons. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns et nous expliquer comment tu fonctionnes, les créations, les envies, les projections aromatiques qui arrivent après dans la tasse? Oui. Qu'est-ce qu'on a? Tu veux mettre la lumière sur quoi? Allez, t'en choisis 2. Le premier, celui qui... Pas encore. Pas encore. Non, pas celui-ci. Le rouge gourmand, on verra après.
Non, il y en a un qui a été vraiment le précurseur, c'est celui dont on parlait, ou celui qui a été la genèse du projet, qui est la Passion d'Odin. Passion d'Odin, c'est un thé noir aux fruits de la passion, qui est d'une justesse et d'une puissance et d'une finesse qui est vraiment remarquable. C'est vrai que c'est difficile de mettre des mots sur des sensations et des odeurs et un goût. Mais après, on a plusieurs choses. On a là donc un thé noir, on fait du thé vert, on fait du thé vert sencha, on a du rooibos, du maté. Mais en fait, on ne cherche pas spécialement à innover pour innover. C'est le thé et tous les thés que nous faisons, c'est avec une seule et même ambition, c'est de révéler l'existence d'un goût juste. Et c'est vraiment ça qui fait cette particularité de Maison Odin et de tous les thés que nous travaillons. Il y a combien là on a un échantillonnage, mais il y a combien de références grosso modo sur le site? On a créé 49 saveurs, dont le dernier, le 49e, qui est un matcha bio avec 2 thés d'ombre cultivés au sud du Japon, qui est le 49e, et on en a 2 autres qui arrivent pour Noël. Et est-ce que tu peux nous raconter la rencontre avec le maître théier? Non. Parce que c'était un moment unique. Avec beaucoup de ressentis. Oui, c'était, c'est toujours pareil. En fait, on a fait une recherche pour. Ça a été réellement une enquête pour trouver ce maître théier qui perpétue une tradition française qui a été créée il y a très très longtemps et sur un marché qu'il cultive lui du moins sur son business plan économique c'est très intimiste, c'est confidentiel et cette enquête nous a amené à le retrouver et à partager cette idée de créer quelque chose pour pouvoir le partager au plus grand nombre. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de créer, parce que je ne viens pas du tout du monde du thé, mais c'est... D'où viens-tu, Olivier? Non, je viens pas du monde du thé. Il y a beaucoup de reconvertis en général. Là, c'est pas une reconversion, c'est vraiment une activité de sensation et d'émotion. Moi, là-bas, je dirige plusieurs entreprises de communication, dont une principale qui est le groupe DLG, qui est une société de communication grand format. Mais le thé, c'est un projet qu'on a découvert il y a 1 an maintenant. Et l'activité a ouvert réellement en septembre. Donc c'est tout frais, c'est tout récent. C'est tout brûlant. C'est tout brûlant. Mais c'est caliente. Mais c'est vraiment c'est quelque chose qui est nouveau pour nous et qui de fait de cette découverte nous a amené à avoir quelque chose de sensationnel. Alors, on souhaite le meilleur à la Maison Odin. Merci beaucoup. Évidemment. Stéphane, est-ce que tu peux nous partager un exemple ou un team building, notamment culinaire, qui pourrait transformer l'esprit d'équipe? Je dis ça parce que on est en train de créer des projets ensemble. Exactement. Écoute, alors, team building, moi, je suis pas très fan du mot. Parce que si tu veux, ton équipe, elle est déjà là. Tiens, ta team, c'est pas la team qu'il faut construire. Ce qu'il faut que tu crées, c'est du lien, en fait. Alors écoute, autour de la gastronomie, alors soit tu pars de la gastronomie comme point d'ancrage autour de la table, et tu vas mettre des produits sympas, et tu vas créer ce moment. Et tu vas à ce moment-là créer le lien à partir de la gastronomie. Soit, dans les événements d'entreprise, tu as très souvent d'autres activités sportives, et tu as toujours un moment, food and drinks, un moment. Et l'idée, en fait, c'est de créer de l'harmonie, autour de ça. C'est peu importe d'où tu pars, si tu pars de la table pour créer du lien ou si ça fait partie de l'événement, c'est que tu auras toujours la nourriture et le liquide au centre de la création du lien. Et ça, c'est une vraie réflexion. C'est qu'est-ce qui est en fait la base même de l'évolution de l'homme et de la civilisation. Ça se lit à travers de comment en fait tu te nourris, comment est-ce que tu partages aussi. Et pour répondre à ta question, alors c'est un peu une activité détournée, mais c'est un truc qu'on adore. On est en train de travailler ça et c'est en train d'être finalisé avec un resto solidaire. Et l'idée, en fait, c'est de faire partager en fait à tes collaborateurs l'idée d'un impact immédiat de ce que tu fais. Donc tu vas rentrer avec tes collaborateurs, avec 10 ou 12 collaborateurs en cuisine, dans un restaurant solidaire et tu vas cuisiner
tu vois, pour 200, 300 repas qui vont être en fait. immédiatement redistribués à une banque alimentaire. Donc, tu auras un impact immédiat sur ce que tu fais. Et ça, ce qui est super important, c'est que non seulement tu auras eu l'impression de créer quelque chose avec tes collaborateurs, mais tu auras aussi eu cet impact et tu peux aussi relier ça à tes valeurs d'entreprise. Si ta valeur, c'est la solidarité, si c'est l'entraide, si c'est l'ouverture aux autres. Hyper important, ça, tu le vis, tu vois. Et c'est dans ce vécu, dans cette émotion que tu auras partagée, que tu auras incarné ça. Et c'est comme ça que tu crées ce lien, mais qui est indéfectible. Parce que quand tu as créé ça et vécu ça ensemble, et ça, tu l'oublies jamais. Parce que tu te souviens toujours de ce que je t'ai fait ressentir, mais pas de ce que je t'ai dit. Tu vois. Ça, c'est vrai. Et quand tu as vécu ça, c'est, tu vois, bon, ça, c'est un aspect qu'on adore, qui est le RSE, mais rien qu'une expérience, tu vois. Quand tu vas te souvenir, par exemple, de quelque chose que tu as en tête, tu te dis, bon, je vais le dire, on va créer une petite expérience qui est très sympa avec Virginie. Allez, je spoil. Allez, on dit. Qui s'appelle la Madeleine de Proust. La Madeleine de Proust, c'est qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qu'est-ce que ta petite Madeleine de Proust autour de la table? Comment est-ce que tu vas t'ouvrir à l'autre? Tu vas te montrer et tu vas te dire, voilà. Ah, tu vois, lui, je l'avais pas du tout vu comme ça. C'est incroyable. Je savais pas que t'aimais je sais pas que t'aimais le chocolat, je savais pas que t'aimais le matcha, je savais pas que t'aimais la madeleine, tu vois, je savais pas que t'aimais le Beaujolais, tu vois. avec une madeleine. Mais oui, oui, alors ça, tu vois. La madeleine trempée dans le Beaujolais. C'est là où tu vois, tu ouvres après le champ des possibles infini. Et tu vois, c'est ça où tu te dis, j'ai passé un moment, c'est unique. Si on l'avait pas fait, je pense qu'on travaillerait différemment. Parce qu'on serait beaucoup moins ouvert, tu vois. Beaucoup moins, il y aura toujours ces barrières. Et là, on a cassé les mondes. L'idée, c'est vraiment de casser, tu vois, la différence entre le privé et le pro. C'est, écoute, moi, je travaille avec un homme, je travaille avec une femme, je travaille avec un être humain, et j'ai envie de savoir qui c'est, tu vois. Après, t'en as qui ne sont pas à l'aise avec ça. Moi qui organise beaucoup d'ateliers de cuisine, déjà la cuisine, effectivement, il y a une manière de se mettre à nu parce qu'il y a un comportement, tu montres si tu es engagé, créatif, tu suis les règles ou pas. Donc, il y a une tonalité vraiment humaine, de personnalité. Et donc, certains adorent se mettre en valeur, d'autres sont beaucoup plus en réserve, d'autres sont très indisciplinés. Donc, on travaillera ensemble, on verra ça aussi. Mais donc après, il y a des gens qui n'adhèrent pas à ça et qui sont de se montrer à nu avec des collaborateurs dans une sphère professionnelle, c'est toujours compliqué. Mais c'est à nous aussi, les animateurs, de le créer. Alors, il n'y a aucune obligation. C'est-à-dire que, tu vois, chacun reste aussi dans ce qu'il veut faire ou ne pas faire. Et ça t'empêche pas d'être, tu vois, de voir l'histoire se dérouler, tu vois, sous tes yeux, mais sans pour autant, toi, te forcer justement. Au contraire, il faut jamais que tu te forces à quoi que ce soit, que tu restes aligné. C'est accompagner la personne. Bien sûr. Et tu as des gens qui vont pas vouloir. Et puis chacun, on a tous des caractères différents. Donc j'imagine aussi que les personnes là, à cet instant T, encore une fois, on revient à Audin. Non, voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui préfèrent être en observation et pas se dévoiler plus, effectivement. Il y a de la place pour tout le monde là-dessus. Bien sûr. Et c'est aussi, tu vois, là on incite vraiment sur ça, c'est la sélection de nos partenaires. C'est des gens qui vont savoir aussi créer ce lien, tu vois, mettre tout le monde à l'aise. Tu vois, où il y a des gens qui vont être super réceptifs, qui vont te poser plein de questions sur ce que tu fais parce qu'ils sont super curieux, d'autres qui vont simplement être dans l'observation. Et tu vis le même moment, tu vois, mais chacun à sa manière. Et ça t'empêche pas de créer. T'es pas obligé, tu vois, d'être outgoing. Tu peux être super introverti, mais ce que tu vas ressentir, mais qui fait de la même manière, tout autant intense. Exactement, tu vois. Merci. Voilà. Très philosophique. Ah, j'adore la philosophie du lundi matin. On n'avait pas échangé comme ça par visio. Non, mais c'est très bien. Moi, je te découvre, Stéphane, aujourd'hui. J'attendais ce moment-là aujourd'hui. Voilà. Sébastien, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre le label Symbole des producteurs paysans? De quoi s'agit-il? Quelle est l'ambition, l'engagement? Alors, il y a un certain nombre de labels indépendants qui certifient le commerce équitable. Ce qui caractérise SPP, symbole des paysans producteurs, c'est le fait d'être un label créé et dirigé par des paysans producteurs du Sud. C'est-à-dire que contrairement à la plupart des labels qui sont des labels européens ou occidentaux sur lesquels on garantit aux producteurs une juste rémunération et un engagement dans le temps, ce qui est la caractéristique des labels de commerce équitable, là, à partir du moment où c'est fait dirigé par des gens du Sud, des producteurs, on sait que ça correspond exactement à leurs attentes et donc il est globalement mieux disant sur l'ensemble des critères et notamment si on prend celui de la rémunération, il y a un article qui dit que si jamais un autre label de commerce équitable met un prix supérieur pour une denrée
au label SPP, et bien dans ces cas-là, automatiquement, le label ajuste le prix et le prix SPP devient supérieur. Donc, il est vraiment mieux-disant. Il y a aussi des notions qualitatives, ce qui est rarement le cas ou en tout cas pas toujours le cas dans les labels de commerce équitable qui cherchent à certifier la justesse de la relation d'un point de vue plus économique, mais pas la qualité à proprement parler des produits. Donc, le fait que ce soit bio, que ce soit respectueux de la nature, etc. Ok. Et du coup, le label bio, comment ça fonctionne concrètement, techniquement parlant? Alors, le label bio, il y a une différence entre quand on est producteur ou transformateur. Donc, producteur, c'est l'agriculteur. Transformateur, ça va être des gens comme nous, les chocolatiers. Même si, globalement, la plupart des chocolatiers, sur 2500 chocolateries en France, on est à peu près une cinquantaine, peut-être une soixantaine à partir des fèves de cacao. Les autres achètent déjà du chocolat tout fait. Mais pour les transformateurs comme nous, le contrôle du certificat bio, ça consiste à regarder ce qu'on achète, faire des prélèvements régulièrement, vérifier toutes nos factures d'achat et contrôler que ce qu'on vend, c'est bien fabriqué à partir des produits bio et qu'on ne rajoute pas des produits non bio entre les deux. Ok, merci beaucoup pour cet instant pédagogique, toujours. Sylvie, Oui. alors, tu as écrit un livre. Bon Oui, enfin, plusieurs, mais un livre qui mélange sculpture et gastronomie. Oui. Et j'aimerais beaucoup que tu m'en parles. Parce que C'est un livre en 3D ou... C'est assez dingue, à ton image, mais avec beaucoup de talent. Eh bien oui, j'ai commis un livre qui s'appelle Art Chef, et où j'ai réuni donc un artiste, Art Chef, un artiste, un chef. Je vais arriver à m'exprimer, pardon, je me reconcentre. Je vois le thé, le chocolat, j'ai faim en fait. À côté de moi, le ventre gargouille, donc ça m'a un petit peu... oui, et donc j'ai réuni 34 grands chefs qui ont bien voulu créer une recette en résonance à une de mes sculptures. Donc 34 sculptures, 34 chefs. J'ai la chance et le bonheur d'avoir Gilles Goujon, Anne-Sophie Pic, Pierre Gagnère, François Gagnère, Michel Roth, Nicolas Salle, pour ne citer que David Baroche. Voilà, ils sont 34, ils sont nombreux. Kelly Rangama, qui est de la Réunion, donc je la cite tout de suite, et qui ont donc fait une recette en résonance à une de mes sculptures. Ça s'est fait dans une fluidité mais magique. Et ce qui était fantastique aussi, c'est que c'est eux qui ont choisi la sculpture qui les touchait pour faire une recette. Je n'ai pas imposé ma sculpture. Du coup, ça fait un livre vraiment gourmand où on a les 5 sens aussi. Le visuel, il aurait fallu mettre une petite languette qu'on pourrait pas ouvrir, mais tirer et puis avoir l'odeur aussi, l'odeur du plat. Et c'est un livre beau, bon, puisque les assiettes sont vraiment des assiettes artistiques. C'est de l'art, les chefs. Donc ce livre est incroyable et j'aimerais bien faire un tome 2. Donc avis aux éditeurs s'ils m'entendent. Cherche nouvel éditeur. Le message est passé. Merci beaucoup, Sylvie. Avec plaisir. Olivier. Oui. Bonjour. Quelle part de la main humaine, de l'intuition et de la sensibilité entre en jeu dans l'élaboration du thé et du coup la dégustation du thé? En fait, la technique donne une structure. C'est la sensibilité qui fait la justesse. Nous dégustons, nous comparons et on revient sur un accord plusieurs fois. C'est réellement pas une démarche scientifique. C'est plutôt une recherche d'harmonie. Donc on est plutôt comme ça. À chaque fois, on cherche, on choisit la fleur, on choisit une absence de sucre, on détermine et puis après on est guidé par l'émotion. Et c'est toujours cette même ligne directrice, l'émotion. Alors franchement, là, je crois que j'ai vraiment le dénominateur commun. C'est vrai que sans le vouloir, parce que je choisis toujours mes invités parce que je veux les avoir à moi, mais pas forcément parce que je veux les avoir ensemble. C'est une gourmande. Donc du coup, là, je trouve que c'est hyper joli ce que j'entends et ce qui est infusé. Oh là là. Wow. Alors, première partie finie. Ah. Et oui, deuxième partie. Alors, deuxième partie, là, Stéphane, tu as commencé à
instiller quelque chose parce que je vais vous citer un passage justement de Proust. Ok. Et avec une petite question qui va aller derrière. Donc, réfléchissez. La fameuse Ça met la Madeleine. pression, là. La fameuse. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir. Quelle est donc votre Madeleine de Proust ? C'est beau, hein ? Ouais, c'est... En fait, c'est ce qui est derrière tout ça, c'est tout ce que tu ne peux pas toucher. En fait, c'est vraiment c'est ce que tu ressens et qui ne t'appartient pas, tu vois, que tu partages. Ma Madeleine de Proust... Prenez le temps. Qui se lance ? Quelqu'un a déjà une idée ? Un souvenir ? Alors moi, oui. Alors d'abord, hein. je pensais à ce que tu dis, effectivement, c'est l'invisible. Ouais. L'invisible est impalpable et l'émotion est dans l'invisible. En fait, c'est des fréquences, c'est des énergies qui vont faire qu'on va tout de suite être amoureux dans le grand sens du grand A d'amour, pas c'est de l'amitié, de l'amour, hein, je parle de grand A. Et en fait, moi, ma Madeleine de Proust, j'ai grandi donc en Afrique, d'abord au Gabon puis à La Réunion. Et les saveurs font vraiment partie de moi, et ces sensations de l'île, c'est vraiment dans ma peau, hein, c'est vraiment dans mon corps, et ça me rappelle tellement de moments de découverte, de dégustation de plats petites, de plats africains, de plats réunionnais. Et moi, ma Madeleine, j'y reviens. C'est bien, tu laisses du temps aux autres pour réfléchir. C'est Merci, le curry, en fait, c'est le curry. Raconte-nous. Voilà, alors curry crevette, curry poulet, curry langouste. Pour Noël, en général, je fais un curry langouste maintenant, ou un petit rougail saucisse. Ça te fait ça rapidement, hein, un petit rougail saucisse, tout ça là. Alors le curry, c'est un ensemble de plats, c'est la diversité. C'est ça qui est beau. On en revient à la réunion de tous les êtres et la diversité qui s'entendent. Donc, le curry, il y a du riz, donc tu as des grains. Hein. Des grains, ça peut être des pois du Cap, des lentilles. Tu as ce qu'on appelle les chouchous, les braies de chouchou, donc les légumes. Tu as le poulet, la crevette, ce que tu veux au niveau protéines, et tu as le petit ramequin de piment que tu rajoutes, un petit rougail en plus, rougail tomate, rougail mangue, avec un peu de piment, tu fais un peu comme ça, c'est bon. Ça donne faim, ça fait saliver, hein. Faim. Voilà, et c'est ça ma Madeleine de Proust finalement. Et les litchis, parce que les litchis petites, mon père on arrive à La Réunion, il mange un litchi, moi je goûte, j'ai 4-5 ans, je goûte, je trouve pas ça terrible, je trouve ça, c'est bizarre, c'est étrange, je suis petite, hein. Et mon père mange le litchi et aime ça, trouve ça fantastique, donc j'en remange un. Et qu'est-ce que c'était bon! Et c'est là on revient à cette sensation, voilà, la transmission aussi du ressenti, du sachant aussi le père qui va dire voilà, si c'est bon, goûte, reteste cette saveur que tu ne connais pas, parce qu'en fait je ne la connaissais pas cette saveur. Et ça c'était magique. Et donc le litchi après, chez moi c'était quand on était petit, on prenait le litchi, on le mangeait, on mettait une allumette et on faisait des toupies avec. Voilà mes saveurs. Merci beaucoup Sylvie. Toujours les petits Merci. moments de confidence. Trop joli. Qui prend la suite ? Allez. Stéphane. J'ai réfléchi et tu vois, j'étais dans le Morvan ce week-end et ça m'a rappelé aussi. Donc moi, j'ai des racines des grands-parents qui viennent donc du Morvan. Et ma Madeleine de Proust, c'était quand j'allais en vacances chez mes grands-parents, donc dans une petite ville qui s'appelle Luzy. Et il y a une boulangerie qui faisait de la brioche à la praline. Et la brioche à la praline, c'est la praline rouge, tu vois, qui coule dans la brioche. Et à chaque fois, avec mes cousins, on voulait, tu vois, choper la brioche qui avait le plus de rouge qui coulait partout, tu vois. Et l'indice, c'était de trouver un moyen de demander à la boulangère de pouvoir soulever la brioche pour voir si en dessous, ça avait vraiment commencé à fuir, tu vois. Le problème, c'est qu'elle connaissait le truc. À chaque fois. Donc, tu galères, t'étais obligé, toi, de faire appel, vraiment beaucoup d'imagination. Et je pense que c'est ça, parce que dès que je vois, parce que c'est revenu un peu, t'en vois parfois à Paris, t'en vois, c'est rare, mais t'en vois. Et quand j'en vois une, je fais, tu la soulèves. Il va falloir demander à la boulanger. Moi, le boulanger de soulever en dessous. Et tu vois, ça, c'est des souvenirs où
je pense que c'est mon regard d'enfant qui joue, parce que j'ai jamais retrouvé une brioche où ça coulait, tu vois, partout. Alors, je sais pas si c'était spécifique à cette boulangerie-là, mais quoi, tu vois, comme c'était souvenir d'enfant, peut-être tout est gros, tu vois. T'as l'impression que tes grands-parents sont grands, que l'appartement est super grand, que tout est grand, tu vois. Les âges sont vieux. Oui, c'est ça. Et alors que peut-être, en fait, il y a peut-être pas tant de rouge que ça dans les brioches, tu vois. Ouais, c'est bien la disproportion cognitive. Ouais, très c'est intéressant. Ça. Donc, je rêve du jour où j'aurai une brioche avec plein de rouge. À vie. Oh, je pense qu'il y a des super boulangers pâtissiers à Paris. Que tu pourrais nous faire ça? Alors, moi, non, parce que je suis pas pâtissière boulangère, mais je pense que je peux t'en trouver parce que dans des endroits que j'ai fréquentés où il y a à vie. Donc, à vie, à la meilleure brioche aux pralines roses, bien coulante, bien rouge de Paris. Ah, vas-y. Ouais. Voilà. C'est à la recherche des saveurs perdues. Je fais partie du jury. Hein. Très bien. Sébastien? On va faire une liste avec les bonnes adresses. Moi, j'ai envie d'élargir un petit peu ma Madeleine de Proust, plus au côté musical. On parlait tout à l'heure des sensations que ça éveille en nous. Alors, tu as commencé par une citation littéraire, du coup, j'ai parlé de littérature aussi. J'adore. Rappeler des choses. Moi, il y a Sioran que j'aime beaucoup et qui écrit 2 choses sur la musique qui ont un lien avec la sensation et qui me parlent beaucoup. La première, c'est à quoi bon lire Platon quand un seul morceau de saxophone vous permet de comprendre tout l'être humain. Et je trouve ça terriblement parlant, surtout quand on lit beaucoup. Génial. On sait bien qu'en fait, c'est vrai que la lecture, c'est des lunettes sur la vie, mais qu'en fait, la vraie vie, on la ressent. Alors, on peut la ressentir à travers un récit, on peut la sentir à partir des réflexions, on peut la ressentir à partir de pas mal de choses, mais ça n'est qu'une porte d'accès. Il a écrit une autre chose aussi que je trouve très intéressante, c'est... La musique, c'est un système d'adieu, comme le système physique, mais dont l'atome de base n'est pas l'atome, mais l'alarme. Alors, moi, du coup, ma Madeleine de Proust, c'est plutôt des morceaux de musique qui, quand je les entends, me rappellent des choses, me font revivre des choses qui sont très importantes pour moi et qui me mettent dans un état un peu second de revivre des choses. Avec quelques exceptions près, il y a des choses... ou des musiques qui n'évoquent rien chez moi historiquement, mais me font quand même vibrer beaucoup. Je pense par exemple là à un film, vous êtes tous un peu jeunes ici pour l'avoir vu, mais qui est paru dans les années 90, qui était La double vie de Véronique, où la BO est juste incroyable. Quand on entend cette musique, mais je trouve que c'est nettement plus efficace qu'une drogue. Hein. Merci, ça, j'ai peut-être pas testé toutes les drogues non plus. Mais et le Grand Bleu, non? Le Grand Bleu aussi, c'est aussi hypnotique. Hein. Ouais, c'est vrai. Éric Serra, oui. Ouais. Voilà. C'est super, c'est très émouvant, très émouvant. Alors, monsieur Détrin. Eh bien, j'avoue, tu m'as fait un pont d'or sur la musique, puisqu'en fait, j'étais ancien musicien de jazz, pianiste. Je jouais beaucoup dans les hôtels, dans les caveaux de jazz, etc. Et principalement quand on faisait des sets dans les hôtels, où on jouait, on faisait piano-bar, un peu dans cet esprit-là. J'avais un plat que je prenais après, tout le temps, toujours le même, quand il était à la carte, c'est la saule meunière. Et je suis un dingue de saule meunière. Et ça reste encore, voilà. Tu feras partie du jury de la meilleure saule meunière de Paris. Exactement. Et je m'occuperai de la brioche juste derrière. On a déjà quand même plat dessert. Et puis l'entrée. Oui, ça peut être aussi des bouchons, hein, samosa bouchon, on peut faire ça en entrée. Hein. Avec un petit rhum? Avec un petit punch. Avec un petit punch. Tu l'es fait, évidemment. Eh bien, va sortir bientôt un punch malice, mais ça, c'est secret encore. Ah, génial. Il y a un truc génial, tu vois, en fait, quand on s'entend, enfin, tu vois, chacun parle et ramène un univers ou une passion. Tu vois, tu parlais de... En fait, ce que tu fais, c'est que tu as mêlé les mondes avec les chefs et la sculpture. Tu as mêlé les mondes quand tu parlais de Marvel, tu vois. Tu as ramené un peu ce qui fait toi, ton identité, ton essence, que t'aimes. Qu'est-ce que tu as voulu exprimer? C'est mon côté Thor. Mais voilà, tu vois. Hulk, ça dépend. Côté énervé. Et dans tout cet univers, tu vois, où tu vas retrouver des gens qui vont, tu vois, que ce soit en physique ou même tu vois, sur les réseaux ou en digital, des gens qui vivent ça, tu vois. Bon, nous, on le fait dans la vraie vie, tu vois. Mais il y a aussi ce parallèle en digital où t'as des communautés énormes qui se créent aussi autour de passions comme ça, comme Marvel. Totalement. Et qui peuvent faire des ponts, tu vois. C'est pour ça que je reviens là-dessus. Quand tu fais des ponts autour du chocolat, avec le chocolat et la musique, avec le digital ou le physique, tu vois, avec un art, donc la cuisine, enfin en tout cas être chef, avec un autre art,
La scène ou... tu vois. Ouais. Et en fait, de mêler les mots, ce qu'on fait nous aussi avec Médiane, tu vois, on ramène des choses qui se font dans le privé, dans le B2C, dans le B2B. Au final, tout ça, c'est parce que ça te crée une émotion. Et c'est exactement ce que chacun a dit derrière. Ben, en fait, c'est l'émotion. Exactement l'ADN de ce podcast. C'est ça ton génie. Tu vois. Oh là là, génie. Oh là là, j'étais pas prête à ça lundi matin, mais c'est émotion, passion. Mais non, effectivement, moi, ce podcast, je l'ai créé aussi pour faire vivre ici, d'accumuler des univers différents qui se retrouvent autour de ce qu'est la passion, autour de l'émotion, autour du lien. Et tous les gens qui sont venus ici, on est à plus de 260 personnes. Ce ne sont que des gens qui sont comme ça. Ouais. Donc, c'est un enrichissement indescriptible. Donc, ce que tu décris là, c'est clairement ce que j'ai voulu créer il y a 3 ans et demi. Ah bah, bravo. Donc, merci. Bravo. Bingo. Non, mais on est en plein dedans. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Qu'est-ce qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur ? Et là, un blanc. Moi, j'ai une bouteille de blanc aussi. En fait, j'ai une bouteille de champagne, parce que je suis champenois d'origine. Donc, si tu veux, moi, le champagne, c'est marrant, ça n'a jamais été une boisson de luxe pour moi. Parce que on te demandait jamais ce que tu voulais quand je suis né à Reims, on te demandait jamais ce que tu voulais à l'apéro, on te servait du champagne, où que tu ailles, tu vois. Et donc, tu arrives à être blasé ? Non, je suis pas blasé. Exigeant, du coup. Ouais, non, mais surtout, je suis parti pour... ça a été un premier point pour une découverte, tu vois, d'autres régions, d'autres pays, et tu te rends compte que tu as vachement un prisme, tu as tendance à comparer. Et quand on te dit, tu vois, quand j'étais à l'étranger, ouais, it's champagne, je dis, non, c'est pas du champagne, c'est du cava, c'est pas du champagne. Et alors qu'en fait, tu vois, il y a tellement de belles choses qui se font aussi à l'étranger. Et ça te rappelle aussi que ta vision est, quand tu pars vraiment de ton début d'existence, très étriqué, mais tu te sens t'en rendre compte. Et c'est justement en regardant autour de toi, la perception des gens, qu'ont les gens de ton vécu, de ce que tu as, de ce que tu as fait, d'où tu viens, tu te rends compte, ah ouais, en fait, non, j'ai une vision vraiment différente, quoi. Tu vois. J'ai une question que je t'ai pas posée, excuse-moi. Ouais. Ça veut dire quoi, Miziane ? Miziane, on est trois cofondateurs et ce sont les voyelles. C'est une. M-I-Z-I-A-N. Tu vois, moi, c'est le A-N, c'est le Stéphane. Tu vois. Ah oui. Zineb, qui est ma cofondatrice, c'est le Z-I, et Miaou, qui est notre autre cofondateur, c'est Miaou. le M-I. Ouais, ah oui, Miaou. donc c'est un peu comme Odin, en fait, finalement. Et l'idée, c'est ça. Ce qui est derrière ça, c'est que pour nous, bien, une expérience qui réussit, c'est une expérience qui est incarnée. Tu vois, faut que tu incarnes, faut que tu transmettes quelque chose. Et nous, on a commencé par le nom de la boîte en se disant, c'est nous, tu vois. On met de notre âme dedans, de notre univers. Voilà. Merci beaucoup. Alors, les réfrigérateurs des autres. C'est difficile. Moi, j'aurais tendance à dire du Sainte-Maure de Touraine, c'est sûr. C'est bon, ça. Sans doute aussi une bouteille de blanc. Il va varier en fonction du moment. Okay. Très bien. Donc, tu as un dîner déjà. Tu as ton dîner. Voilà. Eh bien, moi, un petit pot de piment fait maison par ma nounou réunionnaise. Toujours. Un petit chèvre. Et une jolie bouteille aussi, blanc ou champagne, toujours au frais, prêt à accueillir des amis. Voilà, à partager un joli moment avec des amis. Très bien. Et Olivier ? T'as pas de frigo ? Non, je ne bois que du thé. Ouais, je ne mange pas. Non, la bouteille de champagne est de rigueur. Le blanc, pas trop pour moi. Je suis un inconditionnel du vin rouge. Après, ce qu'on a classiquement dans un réfrigérateur, j'ai pas de préférence, pas de... Moi, je viens boire du champagne avec vous, sans problème. Puis il va y en avoir plusieurs sortes pour le coup. C'est ça. C'est ça. Alors, si vous étiez condamné à ne manger qu'un seul plat pour le reste de votre vie, ce serait quoi ? À vos copies. Alors moi, sans hésiter, ça serait un plat avec du riz. Il me faut du riz. Je suis navrée. Et on t'excuse, Sylvie. J'aime le riz, voilà, c'est... Alors, ça me la cuisson du riz, on est sur un quoi ? Un pilaf, un riz cuit à la créole. Ah oui, c'est ça. Peut-être une cuisson un peu comme les paellas, tu vois, un petit peu croquant. Voilà, doucement, tu fais d'abord revient un petit peu ton riz, tu rajoutes un petit peu d'eau. Mais avant, préalablement, il y a de l'oignon qui a bien rissolé dans de l'huile d'olive magnifique. Sent bon la Provence, ton oignon, un peu de gingembre frais, tu mets ton riz, ça rissole un petit peu, tu remets un petit peu d'eau, voilà, pour que ça cuise doucement, un peu comme la paella en fait. Très bien. Et tu peux rajouter de la tomate et après mettre ce que tu veux, mais voilà.
C'est Très ça, bien, c'est la base. La base, ouais. Très bien, messieurs. Moi, j'aurais du mal à choisir un plat. Tu as le droit d'en Par dire contre, deux, Sébastien. Par contre, si je devais choisir une entrée, voilà, parce que je pense qu'un plat, j'aurais quand même besoin vraiment de changer. Mais une entrée, je pense que une salade de concombre, par exemple, je pourrais en prendre beaucoup, beaucoup. Ouais. D'accord. Ah oui, on ne s'attendait pas au concombre. Donc pour toi, Ouais. le concombre est sexy. Oui, je trouve ça très bon et je pense qu'on ne s'en lasse pas, en fait. Le gros problème de... Alors, on va garder c'est- cette phrase. On ne se lasse pas du concombre. J'aurais Bah, jamais dit ça. On En va fait, pas se casser non plus que le concombre est sexy. Hein. il y a plein de Tu nous choses... lances dans quelque chose. Il y a plein de choses qui sont délicieuses quand on les mange une fois par semaine ou régulièrement, mais si on doit en manger tous les jours, assez rapidement on s'en lasse. Je pense que le concombre, on s'en lasse pas. D'accord, j'adore. On garde cette punchline, s'il vous plaît. Merci. Mais avec ou sans crème fraîche, du coup. Ah oui, avec ou sans. Alors, du Ah coup, bah oui. plusieurs recettes. En mode tzatziki, en mode gazpacho, Un peu Voilà. d'échalote. Voilà. un peu On veut d'épices. Ah, tu peux Ah, moi, varier je la crois sauce, quoi. Je crois que là, il y a un défi. Je pense qu'il faut qu'on fasse une semaine de chaque et qu'on fasse le point après. Génial. Stéphane. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'on peut se lasser. Alors, Ah, faire- pas sur le concombre. Non, alors ce concombre, je sais pas, j'ai pas essayé. Mais non, je pense qu'on peut. On veut pas savoir. en Non, même non, mais temps. en vinaigrette. Non, on voit que les femmes réagissent différemment des hommes là-dessus. Eh Il oui. faudrait que vous nous Heureusement qu'on expliquiez est toutes parce les qu'on deux, comprend pas parce que tout. sinon- Mais Euh, rougis pas, rougis pas. Tu vois, je pensais à des plats. Moi, j'adore le tikka masala, chicken tikka masala. Mais je me dis, est-ce que je pourrais manger ça 365 jours par an? Je suis Ouais. pas convaincu. Midi et Par soir. contre, je pense que je peux en manger 2 fois par semaine, sans problème. Une salade César, je pense que je peux en manger tous les jours. Ouais. Et Tu vois, vous voyez, mais avec vous du voyez concombre. pas, et vous voyez pas son regard. Mais quand il m'a dit ça, la salade César, il y avait comme ça l'intensité du brillait regard. Ah Ouais. ouais, non, mais- Oui. Il y avait C'est les beau. petits croutons. c'est ça. C'est sûr que les auditeurs ratent quelques parties, et notamment le fait que Virginie, t'as quand même des larmes dans les yeux tellement tu rigoles. C'est vrai. Je passe un bon moment, un très bon moment. Ok, donc très bien, salade César. Ouais. Parfait. Olivier. Vous répondez trop vite, en fait. J'ai pas Il y a le temps, beaucoup de salades finalement. Il y a beaucoup de... Non, moi, je vais faire simple. Je me lasserai pas de manger Ma seule manière. ma saulmenière, ça, évidemment. Mais là, je serais plus viande pour le coup. Une entrecôte. Mmh. Ah ouais. Quelle cuisson? Ah, bleu. Ben oui, pardon. Tous les jours, Snacker. à midi et le soir. Oh, sans problème. Alors, on ne parlera pas de l'empreinte carbone, évidemment. Oups. Ni du taux de cholestérol. Mais Oups. On n'en Pareil. parlera pas. On n'en parlera pas. ça n'existe pas. Alors, une autre question. J'aimerais que vous imaginiez un repas où, évidemment, c'est moi qui ferai la cuisine, mais vous avez le droit d'inviter une personne à cette table, avec nous tous, donc personne imaginaire, vivante, décédée. Qui prenez-vous? Une seule personne. Ouais. Et à la fin, on fait un énorme banquet, parce que depuis le temps où je pose la question, il y a pas mal de personnes. Ah oui, elle est dure, celle-là. Ouais, difficile, ouais. En tête à tête. Comment... Non, dans une table. Ok. Donc, il y aura toi, ta Mhm. personne, Sylvie, la personne. Voilà. Pour faire une grande tablée de partage, d'émotions. Donc, ça peut être quelqu'un que vous admirez, quelqu'un qui vous Eh a bien, moi, marqué. je vais répondre. Pas forcément de la cuisine, hein, pour le Même coup. si Pas c'est un forcément de la sphère peu, gastro. un peu personnel. Mais tout bêtement, mon mari, mon ami, qui est mon ami en même temps, qui est mon amant, mon amoureux. Voilà. Pour partager une belle table comme ça, conviviale. Voilà, c'est lui. Eh ben, parfait. Il sera là. Très bonne réponse. Du coup, on est obligé de dire nos compagnes. Ouais, ok. Voilà. La vraie. Ma maman, bien entendu. Il y en a qui prévoient leurs arrières. Est-ce qu'on peut venir avec des animaux, nos chats, chiens ou Non. pas? Ah, mais C'est considéré comme nuisible dans la cuisine. c'est dommage. Moi, je prendrais bien quelqu'un du milieu de la cuisine, un personnage historique, tu vois, genre Escoffier, tu vois. Quelqu'un qui Ah va... oui. Alors, tu vois, si tu peux faire renaître quelqu'un qui t'explique ce qu'il faisait, pourquoi, pour qui, l'impact. On a eu des gens qui ont dit Escoffier et Bria Savarin aussi. Ouais, ah ouais, bah voilà. Et tu te dis à l'époque, plonge-moi dans ce qu'il y a... Mm. Tu vois, dans les racines de ce qui est devenu la cuisine française Bien sûr. après, tu vois. Très bien. Ouais. Très bien, j'accepte de cuisiner. C'est pour bon, lui. c'est validé. Un peu de pression, mais bon, ça sera bien. Il m'aidera en cuisine. Je serais plus sur le côté un peu Gustave Eiffel pour le côté entrepreneuriat, la prise de risque et son côté fou, et où il était seul à croire à ce qui... Voilà, pour toute l'histoire qu'il a. Et puis, s'il n'est pas dispo... On lui envoie un petit message. Je Ah, serais Barack très Obama. sur Barack Ah Obama. oui. ouais. Ah. Ou la famille Obama. Mais en tout cas, Barack Obama pour
pour, oui. tout ce Oh, qu'elle je dis oui. représente. Oh, je dis oui. Mm. Ah, super. Je regarde. Alors moi, je pense que du coup, ce serait plutôt un philosophe. J'aurais un peu l'embarras du choix, mais peut-être que je prendrais Sioran parce que je suis assez frustré. J'ai beaucoup hésité à le contacter à la fin des années 90, avant qu'il meure, et finalement, je ne l'ai pas fait. Et je regrette un peu, et j'aurais bien dîné avec lui. Donc, tu es très branché philo-littérature. Tu as Plutôt. un parcours littéraire? Pas du tout. C'est intéressant. Non, pas du tout. Mais en fait, j'ai longtemps bossé plutôt dans des milieux techniques. J'ai bossé de la fin des années 90 jusqu'en 2011. J'avais une boîte dans ce qu'on appelle maintenant le SEO, le référencement naturel, donc dans l'Internet. Ensuite, en 2011, je suis parti aux États-Unis. Là, j'ai lancé une boîte dans les réseaux neuronaux, donc l'intelligence artificielle. Et donc, pas de passé du tout littéraire, mais par contre, la philosophie, je lis pas mal, ouais. J'aime bien. Ok, super. Si je peux inviter Camille Claudel, je veux bien. Ah oui, tu m'étonnes. Bah, ok. Pas de Avec souci. une entrée concombre. Quel est le plat de brasserie pour lequel vous êtes monomaniaque? Alors, sauf la salade César, on oublie. Ah bah oui, bah non, ça, on en a déjà parlé. Meunière. Pareil. Pas Non, de- j'ai une entrée, Avec ou tiens. sans citron. T'as une entrée. J'ai une entrée qui, pour moi, dans la brasserie, est pareil, si elle est à la carte, c'est le hareng pomme de terre. Oh là là, en pomme à l'huile. Pomme à C'est l'huile. bon, Ah là là C'est là. bon, ça. Ouais. C'est Le hareng gras pomme à aussi, l'huile. mais c'est bon. Ah, mais le petit gras, c'est la péché. joie. Mais oui, non, mais et, le gras, c'est la joie. D'habitude, on dit le gras, c'est la vie, le gras, c'est la joie. Je prends aussi. le beurre, c'est le bonheur. Ah, J'ai trouvé plein de choses comme ça pour me justifier. Et ça marche. Très bien, hareng pomme à l'huile. Oui. Super. Ah, alors du coup, je suis dans les entrées. Tu m'as donné l'idée d'entrée, mais en fait, il y a tellement de choix. J'aime tellement bien manger que c'est compliqué. Dans une brasserie. Dans une brasserie. Eh bien, effectivement, ça me fait penser dans la même veine, peut-être. J'hésite entre poireaux, vinaigrette. C'est bon, ça, quand c'est bien fait. Ah oui. Et mimosa. Ah, oh là là. mais oui. Mais bien Une fait, petite- quoi. une petite pensée pour la Somme Voilà. avec la maillot. Voilà, avec Évidemment. une bonne maillot. Ah oui, non, mais quand c'est bien fait, qu'est-ce que c'est bon. Mm. Et là, ça fait un peu Madeleine de Proust, non? Oui, aussi. On sent aussi les Ouais. étoiles dans les yeux, là. hein. Ah oui, oui, oui. Il Ouais. faut dire que l'heure tourne et Ah on oui. commence à voir... Ah, puis la Les papilles problématique, au bord- la au bord des problématique, c'est que si c'est bien fait, c'est vraiment un signe de bon repas qui s'annonce. arrive, qui s'annonce. Oui, pour la suite. Ouais, A contrario. ouais. On sait ce que c'est, le à Ouais. contrario. On l'a tous déjà vécu. Mm. Sébastien? Pourquoi pas, j'y pensais pas, mais les œufs mimosa, c'est vrai que Ah. c'est un bon souvenir aussi. Quand c'est bien fait, c'est vraiment bon. Ouais. C'est vraiment bon. Ça fait un peu péché gourmand, hein, mais Bah non, mais... Ils en mettent pas assez dans les assiettes. Et toi, Stéphane, du coup? Alors moi, je vais rester sur mes origines bourguignonnes. En partie, c'est les escargots. Tu vois, pour commencer bien avec de l'ail, tu vois, les escargots, ouais. Une douzaine d'escargots, ça c'est quand même le truc sympa où tu sais que quand tu as besoin d'un petit réconfort, tu vois, des escargots, ça te relie à la terre, vraiment. C'est Ce gourmand. beurre, tu parlais du beurre, le beurre c'est le bonheur, le beurre c'est le bonheur, c'est les escargots avec de l'ail, tu vois. Ouais. Ça, ouais. Magnifique. Qu'est-ce que pour vous, cuisiner? Pour moi, cuisiner, c'est... Enfin, pour vous, cuisiner, c'est votre petit manifeste de la cuisine. Alors, c'était pas dans les questions que tu nous avais posées. C'est vrai, mais Non. c'est la deuxième partie. Et la deuxième partie, C'est on free. dit Tout le pas. monde dit c'est La partagé, deuxième c'est partie, ça c'est pris. La Non, mais cuisine, c'est parfait. Cuisiner, c'est d'abord se mettre en cuisine, dans la pièce de la cuisine, qui est une pièce où souvent, quand on a des invités, tout le monde s'y colle, alors qu'il n'y a pas de place. C'est ça. C'est la Et meilleure que le pièce. salon est grand, et ben non, tout le monde est dans la cuisine autour du bar. Et en fait, sert des verres, et à côté, alors toi, tu essayes de sortir ton plat que tu as mis au four. Et tu cognes les gens. Et tu cognes, t'as fait des petits petits pruneaux lardés, t'as fait des voilà, et ben non, ou des petits croque-monsieur que tu vas découper. Non, tu peux pas les découper. Tout le monde est là, agglutiné, et se dit tiens, j'ai tout de suite les choper avant que tu passes dans ton salon. Voilà, c'est ça la cuisine, c'est la convivialité, c'est la joie, c'est festif, c'est les voix qui chantent, sans parler des plats qui chantent. Voilà, c'est la fête, la cuisine, et cuisiner. C'est ça, c'est l'histoire que tu racontes. Donc, en fait, et je pense que quand t'as réussi, alors c'est un peu contre-intuitif, mais t'as réussi quand tout le monde se tait, en fait, autour de la table. Tu vois. Il y a un petit moment de silence, tu vois, de communion,
et hop, après, on repart. Et c'est À la première bouchée. C'est ça. Et tu dis, chacun revient vers soi. Et en fait, non, c'est l'histoire que tu racontes. C'est qu'est-ce que t'as voulu dire. T'as voulu donner de toi. T'as voulu offrir du plaisir. Enfin, un moment de partage. Tu aimes cuisiner, Stéphane? Alors, j'aime ça, mais j'ai pas le talent. En fait, tu vois, je pense qu'il me manque vraiment de la technique. Il faudrait que j'y passe du temps pour apprendre, tu vois, un peu de technique. Parce que je fais un peu au feeling. Alors, ça fonctionne parfois. Et j'ai un peu tendance aussi, quand je sais que ça fonctionne, je prends pas trop. Bah ouais, tu vois. Tu prends pas trop d'ici 8-10 personnes. Mais le temps est la clé. Hein. Et après, t'as tellement de ressources aussi maintenant, tu vois, où tu peux t'inspirer. Mais il y a toujours cette petite magie où je pense que ça. Mais j'ai un peu de mal à apprendre des recettes qui sont toutes faites parce que je pense que ça, c'est pas moi, tu vois. Et je préfère faire quelque chose que. Mes lasagnes, j'ai fait moi, perso. Je sais que c'est pas. Tout le monde n'aime pas. Attends, nous on veut savoir. Du coup, tes lasagnes, en quoi elles sont disruptives? Elles sont pas. Alors, elles sont disruptives dans le sens où j'ai arrêté de mettre que du bœuf. D'accord. Il y a du veau oui. et du porc. Bah oui, et de la chair à saucisse. Oui, mais je mets plus de bœuf. Ah, que du bœuf, mais tu mets les 3 viandes. Non, je mets plus de bœuf. Je ne mets plus de bœuf. Je mets veau, porc. Donc, du coup, c'est plus gras, c'est bon. Alors, c'est un peu plus gras. Surtout, le ragoût, 24 heures. 24 heures avant. Carottes, alors, classique. Et beaucoup. Alors, je l'ai fait au vin blanc aussi. Ah oui. Vin blanc. Et tu mets de la tomate, quand même. Oui, non, je mets de la tomate après, tu vois, pour laisser. Pour rire un peu. Non, je la mets vraiment. Alors, je laisse vraiment la viande, je sais pas, 2-3 heures, et après je mets la tomate. Vraiment hyper feu, hyper doux. Très, très provocateur. Presque un peu caramélisé. Alors, que disent les Italiens? Touche de sucre. Je ne leur ai pas parlé. Je ne leur ai pas parlé parce que je n'ai pas déposé le nom. Je n'appelle pas ça des lasagnes, pardon. Et je mets toujours aussi. Sur la touche finale au-dessus, je mets du gruyère râpé. Alors, est-ce que tu as de la pâte à lasagne aussi là-dedans, dans tout ça? Ah oui, t'en mets une, tu vois, t'en mets 3-4, tu vois, 3-4. Mais, et alors, je sais pas, il y a vraiment ceux qui n'aiment pas le fait que ce soit croustillant, tu vois, dessus. Ah, moi j'adore. Oui, aussi, format gratin. Bah ouais, mais quand tu commandes des lasagnes, souvent, c'est pas. Ah bah oui. Bah voilà, mais moi je suis aussi de cette merci, cette mouvance, mais rectifions les choses, Stéphane. Bah oui, mais à chaque fois on me dit mais c'est trop, j'aime pas le truc dessus là, c'est trop dur, etc. Donc il me vire la première. Ces gens que tu invites à ta table. Mais je les invite plus. Voilà, c'est réglé. Sébastien. Alors moi j'ai un peu de mal à répondre à la question parce que d'une part je fais des gros horaires et donc je cuisine très peu la semaine et le week-end ma femme qui est une très bonne cuisinière cuisine tout le temps et donc je cuisine finalement assez peu. Voilà. Ensuite quand je passe du temps en cuisine, moi je vis ça comme une sorte de donner, de transmettre quelque chose à ceux pour lesquels je cuisine, donc que ce soit la famille ou que ce soit les amis qui arrivent. Et donc, on transmet quelque chose. Et cette transmission, évidemment, elle va être physique, mais c'est aussi une transmission du temps, une transmission de passion, une transmission de nos goûts à nous. Je crois beaucoup, je ne sais pas si vous avez regardé, mais dans les études sur les cadeaux, il y a une chose qui est apparue qui est assez contre-intuitive, c'est que souvent, on se dit, quand on offre un cadeau à quelqu'un, on lui offre quelque chose en se disant ça va lui faire plaisir. Et en fait, souvent, pas souvent, les études montrent qu'il y a 3 types de cadeaux. Les cadeaux qui font le moins plaisir, c'est les cadeaux qu'on fait au hasard. Les cadeaux qui font un peu plus plaisir, c'est les cadeaux qu'on fait en disant ben voilà, je sais que Stéphane, il aime ça, donc je vais lui offrir ça parce que je pense qu'il va aimer. Et puis ceux qui font le plus plaisir, c'est les cadeaux où en fait on dit ben moi, Sébastien, j'aime ça, et ben je vais donner ça à Stéphane parce que c'est une part de moi que je lui donne. C'est très vrai. C'est beau. Et je crois que c'est vrai dans la cuisine aussi. Tu vas découvrir ton univers, tu montres, tu dis qui tu es. C'est très beau. On termine toujours par Olivier. J'adore mes questions. Ouais, non, mais c'est tout ce que vous dites est totalement sensé, fin et plein d'émotions, comme tu disais. C'est vrai que la cuisine, c'est que du partage, donc c'est, en effet, on le dit partage, mais c'est la transmission, c'est plutôt quand je cuisine, et je cuisine peu aussi, parce que j'ai ma compagne qui cuisine extrêmement bien, c'est plus les gens qui sont autour de la table qui, moi, m'importent. Et la cuisine va aller avec les personnes, donc on essaye de leur donner le plat qui va leur faire plaisir, qui me ferait plaisir, mais c'est plus les gens, le moment, que la cuisine en elle-même.
Merci. Et la dernière question, et après on sera obligé de se quitter. C'est triste. Quelle chanson voulez-vous chanter? Quelle est votre définition de la passion? C'est le cœur qui bat. La passion d'Odin. C'est ton rythme cardiaque, la passion. Oui. C'est le marqueur. Si ça me parle, j'ai le cœur qui bat. Ok. Alors moi, c'est la question qui me fait toujours pleurer. Quand il y a des réponses comme ça, pouh, mais c'est tellement tellement bon. tellement vrai. Je pense que la passion, c'est ce qui donne envie d'agir, ce qui donne envie de se lever et de faire les choses. Je trouve que la passion, c'est compliqué de mettre des mots dessus, finalement. Je vis de ma passion, mais pas seulement. De mes passions. Et en fait, nombreuses, soit c'est mon corps qui est vecteur d'émotions puisque je suis sur scène ou en train de tourner pour la télé, soit l'émotion est directement insufflée de mon ventre à une œuvre, une sculpture que je crée et qui va apparaître et vibrer sous mes yeux et sous après les regards plus tard d'amateurs d'art, d'un public. Et en fait, c'est vivre de sa passion, mais avec toute la complexité que c'est que de vivre aujourd'hui d'une passion, qui n'est plus une passion parce qu'une passion, on peut dire que ça s'éteint au bout d'un moment, une passion. La passion, on est amoureux, on est passionné, et l'amour se transforme. Donc on va se dire que la passion va se transformer quand c'est son métier, finalement. Donc on va me dire, mais Sylvie, tu vis de ta passion. Mais la passion n'est plus... Et là, mais ce n'est plus seulement une passion. C'est aussi tu as quelque chose... professionnalisé ta passion. Bien sûr, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancré, qui est beaucoup plus au-delà, qui est autour qui est enrobant. De moi, qui est enrobant et qui va beaucoup plus loin, qui est dans la transmission, dans l'échange, dans le partage, dans l'émotion, et l'émotion en lettres majuscules, forcément. Donc la passion, le mot... en fait, pour moi, est presque réducteur parce que la passion se transforme. Bien que ces moments de cœur qui bat et la palpitation, c'est ce moment où on a les papillons dans le ventre, on a envie de la retrouver toujours. Et finalement, la passion, c'est quoi? C'est la vie. On a envie d'avoir de la passion tous les jours dans la vie. Comme à cet instant-là, on a tous finalement un moment de... On a envie de dire de la passion, puisque je pense qu'on vibre tous là, aujourd'hui ensemble, dans ce moment d'émotion. Tu crois qu'on s'ennuie pas là? Ah oui, mais arrête, tu as d'autres choses. Ah, peut-être, dans un petit tête, tiens, t'as peut-être faim déjà. Tu dis, tiens, qu'est-ce que je peux manger à midi? Mais voilà, il y a ce côté vibrant parce qu'on prend la parole au micro, c'est pas toujours simple. Tous ensemble, on ne se connaît pas. Et en fait, est-ce que c'est pas ça aussi un bout de passion avec ce cœur qui vibre aujourd'hui, maintenant? C'est en fonction de qui tu es. Vous voulez que je chante maintenant ou... Ouais. On finira par Jenny. Et tu vois, t'exprimer aussi les tripes, ce qui sortait de tes tripes. Bien sûr. C'est ta manière de t'exprimer, tu le ressens dans le corps, en fait. Et je n'invite que des gens qui ont des tripes. Hein. Ouais. Ça, non, mais c'est vrai. Tous mes invités sont toujours, quand je pose cette question-là, c'est quand même archi rare qu'on ne parte pas dans un débat philosophique, d'introspection, de résonance quasi psychologique, quasi psychanalytique, même dans les confidences qu'on se fait ensemble autour de cette table. Donc, merci pour tout ça. Olivier? Oui, c'est... Oui. Non, la passion, c'est vraiment ça. C'est en effet, c'est le cœur qui bat, c'est ce que tu ressens dans les tripes. Moi, c'est plus la passion, et qui était pour moi, quand j'étais jeune, c'était réellement la musique. J'étais un passionné, un fou. La musique, c'était ma vie. Sans ça, j'étais pas grand-chose. Et j'ai découvert une autre passion qui était celle de créer, mais de créer plus physique, ou alors de créer des activités. Donc, je suis devenu passionné de création, mais de création, alors soit de graphique, par mon métier principal, mais de création d'entreprise, des créations de moments, des créations... Et ça me passionne. Donc, en effet, c'est ce qui me fait vivre, et donc le cœur qui bat. Tout le monde a répondu? Ah mais oui, alors je vais conclure. Je vais conclure parce qu'en fait, je l'écris la conclusion, c'est pour ça, je l'écris toujours en fonction de l'inspiration. Chaque épisode est nourri de votre sensibilité, de votre fantaisie, de votre engagement, et je dois avouer que l'énergie au studio ce matin a été merveilleuse. Que de beaux discours sur la vie, sur le lien, sur le plaisir partagé à table. La gastronomie est incontestablement un vecteur d'émotions, de souvenirs, cet invisible vibrant qui rend le cœur si riche et si grand. Merci Sylvie d'être venue. Merci à toi.
de m'avoir invité. Merci Stéphane. Merci Virginie. Merci Sébastien. Merci Virginie. Et merci Olivier. Merci beaucoup Virginie. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Avec grand plaisir. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu ? Les confidences vous ont ému ? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.